Ima est une très belle jeune fille. Elle avait les cheveux teints en rose et vivait dans un beau petit village. Elle n'avait que 15 ans, mais avait déjà un petit ami. Celui-ci s'appelait Emeka. Il avait 19 ans. Ima était une jeune fille très entêtée, et malgré les multiples avertissements de sa mère, elle n'en faisait qu'à sa tête, et sortait chaque soir en cachette de la maison pour aller voir Emeka sans que personne ne s'en aperçoive dans la maison. À chaque rencontre, Emeka mettait Ima en confiance avec des paroles en l'air et de fausses promesses. Ima se sentait comme une reine à ses yeux et se laissait hypnotiser par les propos vicieux d'Emeka. Celui-ci profitait de sa naïveté pour coucher avec elle chaque fois qu'ils étaient ensemble. Le jeune Emeka vivait avec son oncle, car la maison de ses parents était trop loin. Les choses se compliquaient de plus en plus, car Ima n'écoutait plus ses parents. Elle passait la majeure partie de ses journées aux côtés de Emeka. Pris d'une grande colère, le père de Ima décida de se rendre chez l'oncle de Emeka avec un agent de la police et une convocation contre Emeka. Une fois au poste de police, suite à quelques minutes de questions, l'officier de police décida de libérer Emeka, mais uniquement sous caution. Une fois la caution payée, l'oncle refusa de laisser Emeka retourner dans sa maison, car il en avait marre de tous ses comportements décevants. Emeka se trouva dans l'obligation de retourner chez ses parents. Quelques semaines après son départ, Ima constata qu'elle était enceinte. Le père de Ima, ayant appris la nouvelle, fut frappé d'une colère noire. Il était tellement énervé qu'il la chassa de la maison et lui demanda de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. En pleurs, Ima se jeta à ses pieds en le suppliant, mais sa mère, suivant toute la scène, à l'écart s'approcha en hurlant. « Tu n'as plus rien à faire ici. Tu sais très bien que tu n'as pas les moyens de vivre seule, mais tu oses aller ouvrir tes jambes à un homme et en plus un moins que rien? Va-t'en d'ici. Va chercher celui qui t'a enceinté. N'importe quoi. S'il te plaît, maman, pardonne-moi, c'était un accident. » Son père prit un bâton et menaça de la frapper. Aussitôt, Ima, qui savait que son père était un homme très sévère et strict, courut de toutes ses forces pour s'enfuir et sauver sa peau. Une fois loin du courroux de son père, Ima se mit à marcher seule. Elle était triste et désespérée. Tout d'un coup, elle entendit derrière elle une voix familière l'appeler. C'était Tata Clara. Ima, sachant qu'il appelait, s'arrêta la tête baissée et n'osait pas se retourner pour croiser le regard de sa tante, car elle avait honte. Tata Clara tenait dans sa main un billet qu'elle tendit à Ima. « Prends ça, j'espère que ceci te sera d'une grande utilité. » Ima se trouva dans l'obligation de se retourner. « Merci, tante Clara, » répondit-elle avant de poursuivre son chemin vers l'inconnu. Après plusieurs heures de marche, Ima se rappela de l'oncle de Emeka et se rendit chez lui. Une fois devant sa porte, elle hésita, puis finit par frapper timidement à la porte. Quelques instants après, on lui ouvrit la porte. « Ima, mais que fais-tu ici? Que t'arrive-t-il? Entre s'il te plaît et explique-moi tout. » Ima fut bien reçue par l'oncle de Emeka, qui lui donna à boire une fois à l'intérieur. Il lui demanda immédiatement ce qui se passait car elle avait l'air mal en point et désespérée. « Es-tu malade? Dis-moi ce qui se passe. » Après un moment de silence, Ima lança un soupir. « Je suis enceinte de Emeka, monsieur, » dit-elle les larmes aux yeux. « Quoi? Tu es enceinte de Emeka? À ton âge? Mais quelle honte! Je vous en supplie, monsieur, j'ai besoin de votre aide. Mes parents m'ont jetée dehors et je n'ai nulle part où aller. »« Je ne peux rien faire pour toi, désolé, » répondit l'oncle de Emeka. « Cependant, je vais te donner un peu d'argent et t'indiquer l'adresse des parents de Emeka pour que tu t'y rendes. » Il lui remit ensuite un peu d'argent. Ima le remercia et sortit de la maison pour se rendre immédiatement à la gare, où elle prit un taxi en direction de chez Emeka. Tout au long de son trajet, Ima était très pensive. Elle pensait à sa maison et à ses parents qui l'avaient abandonnée, puis elle se mit à pleurer. Une fois arrivée sur les lieux,
elle vit une femme au loin tenant un balai et nettoyant la cour. « Bonjour, madame. »« Bonjour, ma fille. »« Cherches-tu quelqu'un ?»« Oui, madame, je cherche Emeka. »« Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle. « Je suis enceinte de lui, madame. »« Hein ? Que dis-tu ? Mais quel culot ! Tu sors de nulle part et tu oses prétendre que mon fils est le père de ton enfant ? Quelle preuve as-tu ? Dis plutôt que tu as appris que Emeka a rejoint l'armée et qu'il va gagner beaucoup d'argent. Fille d'intérêt. Dégage immédiatement d'ici avant que je ne m'énerve, sorcière. Tout d'un coup, un homme âgé sortit de la maison avec un air étonné, puis demanda : « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Que signifient tous ces cris ? Pourquoi me regardes-tu ? Pose cette question à cet énergumène juste là devant toi, répliqua la mère de Emeka. Le monsieur observa Ima avec attention pendant un court instant, puis demanda : « Que se passe-t-il, ma fille ? » « Je suis enceinte de Emeka, » répondit-elle avec peur. Le père d'Emeka resta silencieux quelques secondes, puis dit : « Tu es sûr de ce que tu dis ? » ?»« Oui, monsieur. C'est son oncle qui m'a donné votre adresse et un peu d'argent pour venir vous voir. »« Je comprends. Mais Emeka est à l'armée maintenant. Il est en déplacement pour son travail. Monsieur, puis-je rester chez vous ? Je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont mise dehors. Ils m'ont chassée de la maison, disait Ima, les larmes aux yeux. L'homme fut saisi de compassion, mais aussitôt, la mère d'Emeka hurla : « Tu n'es pas la bienvenue ici. Hors de ma vue, ma maison est déjà pleine. »« Quoi ? Ta maison ? Tu te fous de moi ou quoi ? As-tu déjà payé le loyer, l'eau ou l'électricité ici ? » rétorqua le père d'Emeka avec un air énervé. Au lieu de raconter des absurdités, guide Ima vers une des chambres pour qu'elle s'y installe et se repose. Puis, il ajouta en se tournant vers Ima : « Ima, suis là. Tu as besoin de repos. »« Oh, merci infiniment, monsieur. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans votre aide, » répondit Ima, le cœur soulagé et réconforté d'avoir trouvé un abri. La mère d'Emeka, contrainte d'obéir à son mari, conduisit avec colère Ima en direction de la chambre. Ima la suivait avec crainte jusqu'à la chambre. Une fois dans la pièce, la mère d'Emeka referma légèrement la porte, puis, contre toute attente, gifla Ima en disant : « Ce n'est que le début. Tu vas regretter d'être venue t'installer ici, sale chienne. Dis merci à mon mari. Je vais te faire vivre un enfer dans cette maison, espèce de sorcière. Emeka ne t'a pas mise enceinte, tu mens. Depuis que nous vivons dans la pauvreté, aucune fille ne s'est jamais plainte de grossesse, ni de quoi que ce soit concernant mon fils. Mais toi, dès l'instant où tu as appris qu'Emeka avait rejoint l'armée, tu espères toucher le gros lot, n'est-ce pas ? Attends un peu de voir ceux qui t'attendent, espèce d'imbécile, conclut-elle avant de sortir, en claquant violemment la porte. Ima était dépitée par le comportement si agressif de la mère d'Emeka, mais elle resta forte, soulagée d'avoir trouvé un endroit où dormir. Cependant, elle pouvait pressentir tout le calvaire qu'elle allait vivre. La nuit tombée, Ima resta seule dans la chambre, n'osant pas sortir car elle avait peur de la mère d'Emeka. Le père d'Emeka, ayant remarqué l'absence d'Ima, se rendit dans sa chambre pour voir ce qu'elle faisait. « Mais Ima, pourquoi restes-tu enfermée ici ? Tu n'es pas en prison, tu peux sortir, prendre un peu d'air frais. En plus, tu dois te sentir à l'aise ici, car tu es chez toi. Et puis sache que, même si tu n'étais pas enceinte de mon fils et que tu venais me voir dans un état pareil, je t'aurais bien reçu. Alors s'il te plaît, ne te sens pas gênée. Tu peux m'appeler Basim. » Il continua. « Tu vois cette fille debout là-bas ? » Puis il la montra du doigt. « C'est la petite sœur d'Emeka. Elle s'appelle Irène. » La mère d'Emeka observait toute la conversation de loin. Elle attendit que Basim sorte pour se précipiter dans la chambre d'Ima, refermant la porte derrière elle.
Demain, Basim ne sera pas là. À ta place, je profiterai pour m'enfuir, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. » Après cette menace, elle sortit de la chambre et ferma la porte. Au même instant, Ima s'agenouilla et commença à prier. Des larmes coulèrent sur ses joues. Une fois le jour levé, Ima, très fatiguée, n'était pas encore réveillée. Elle dormait toujours lorsque de l'eau froide fut versée sur elle. C'était la mère d'Emeka. « Alors comme ça, j'ai affaire à une grande paresseuse, en plus d'être une menteuse et une profiteuse? Lève-toi immédiatement, ensuite tu iras balayer le salon, faire la vaisselle, la lessive, préparer à manger pour tout le monde. Puis tu iras faire le marché pour demain, car tu cuisineras encore demain. Gare à toi si tu ne finis pas toutes tes tâches avant midi. Non seulement je vais m'occuper de te bastonner, mais en plus tu n'auras rien à manger. C'est clair ? » ?»« Oui, Tata. »« Quoi ? Moi, Tata ?» répondit la mère d'Emeka avec colère. « Tu ne reconnais plus tes parents, idiote ? Appelle-moi plutôt Dame Sidoine. » Les jours se cumulèrent en semaines, puis en mois, et Ima souffrait énormément des maltraitances de Dame Sidoine. Celle-ci trouvait chaque jour un prétexte pour tabasser la pauvre Ima sans raison valable. Basim, le père d'Emeka, passait la plupart de son temps à travailler. Il rentrait tard et, souvent fatigué, ne se doutait de rien. Un jour, alors qu'Ima nettoyait le salon, elle entendit des voix dehors crier « Regardez, c'est Emeka! Il est de retour! Emeka est revenu !» Sur le champ, Ima jeta le balai, puis courut pour l'embrasser, mais soudain, Emeka la repoussa brutalement avant d'entrer dans la maison. Il salua sa mère chaleureusement. Quelques instants plus tard, alors que sa mère lui donnait à boire, Ima entra dans la pièce. « Que fait-elle ici, maman ? Pourquoi est-elle ici ? Dis-moi ce qu'elle fout chez moi. »« Emeka, cette fille a débarqué ici un matin de nulle part en prétendant qu'elle est enceinte de toi. Elle vit ici depuis plus de 7 mois. Quand elle a mis la première fois les pieds ici, j'ai tout de suite su que c'était une arriviste. Je l'ai même chassée de chez nous. Mais ton père est intervenu et m'a forcé la main en m'ordonnant de lui trouver une chambre. C'est comme ça qu'elle est restée ici. » Pendant que Emeka discutait avec sa mère, son père entra dans la maison. Il vit Emeka et le salua. Emeka se précipita pour saluer son père. Pendant ce temps, Ima était seule dans sa chambre et pleurait à chaudes larmes. Elle n'en revenait toujours pas que Emeka, le garçon qui lui faisait se sentir à l'époque comme une reine et une personne si spéciale, se comporte aujourd'hui comme ça avec elle. Ima se remémorait tous les moments passés avec Emeka et comprit que celui-ci profitait juste de sa naïveté pour l'utiliser à sa guise. Elle était dépitée. Après quelques minutes, Basim, le père d'Emeka, appela Ima au salon pour une réunion familiale. « Jeune homme, depuis ton départ pour l'armée, des choses se sont passées ici. Comme tu peux le constater, cette jeune fille, du nom d'Ima, nous a dit qu'elle est enceinte de toi. Et tu me connais, tu sais très bien que je suis un homme de principe. J'ai donc pris soin d'elle comme de ma propre fille en l'hébergeant ici, le temps que tu reviennes pour éclaircir les choses. Qu'as-tu à dire concernant cela ? Es-tu le père de l'enfant qu'elle attend ?» Après un court instant de silence, Emeka répondit, l'air mécontent. « C'est vrai que j'ai couché avec Ima, mais ce n'était qu'une seule fois, et je ne pense pas que l'enfant qu'elle porte soit d'eux. »« Ferme ta bouche !» reprit aussitôt Basim avec une voix ferme. « Puisque tu es assez grand pour enceinter des filles, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu prendras soin d'elle en veillant à ce qu'elle ne manque de rien, elle et son enfant. Et si jamais tu oses contester, tu verras de quel bois je me chauffe. Ça tombe bien, tu travailles maintenant. Tu es donc en mesure de t'occuper d'elle. » C'est mon dernier mot. Fin de la réunion. Quelques semaines plus tard, Emeka devait retourner à la base pour son travail. Très tôt un matin,
Basim s'apprêta à sortir pour aller travailler. Ima, quant à elle, sentait des douleurs au bas-ventre et ne trouva pas la force de se lever pour cuisiner ou accomplir les nombreuses tâches qui l'attendaient. Exténuée, elle plongea dans un profond sommeil. Quelques heures plus tard, Dame Sidoine entra dans la cuisine pour chercher de quoi manger. Mais elle fut surprise de constater que toutes les casseroles étaient vides. « Quoi ? Mais je rêve ou quoi ? Cette idiote n'a pas préparé à manger ? Et elle n'a même pas fait le ménage ? Elle va regretter d'être née aujourd'hui. » Furieuse, elle saisit un bâton qui traînait dans la cuisine et se dirigea vers la chambre d'Ima en criant « Ima ! Ima ! Imbécile ! Pourquoi les casseroles sont vides ?» Les cris de Dame Sidoine réveillèrent immédiatement Ima, qui tenta de s'expliquer. Mais Dame Sidoine se jeta sur elle, la frappant avec une haine et une colère profondes, oubliant qu'Ima était enceinte. Ima fut tellement frappée qu'elle s'évanouit sur le champ. À son réveil, elle se retrouva à l'hôpital. Quelques heures après, elle donna naissance à une petite fille par césarienne, car son état était critique et il fallait qu'elle accouche prématurément pour éviter d'autres complications. Après tout cela, Ima retourna chez les parents d'Emeka. Elle n'avait pas d'autre choix, car ses propres parents l'avaient chassée de la maison et elle n'avait nulle part où aller. Malgré la souffrance que lui infligeait la mère d'Emeka chaque jour, Ima trouvait la force de prier et de rester forte. Elle pouvait compter sur le soutien de Basim, qui était d'ailleurs le seul à bien s'occuper d'elle. Quelques mois plus tard, alors que la fille de Ima avait à peine 11 mois, Basim remarqua que, depuis la naissance du bébé, Emeka n'était jamais venu voir Ima ni sa fille. Il réfléchit un moment, puis appela Ima. « Tiens, voici un peu d'argent et l'adresse d'Emeka. Va à sa rencontre pour qu'il voie sa fille. » « Merci beaucoup, tonton Basim, » répondit Ima avec un sourire aux lèvres. Avec cet espoir, Ima prit la décision de se rendre là où se trouvait Emeka, espérant qu'il prenne enfin ses responsabilités et reconnaisse son enfant. Après 3 heures de trajet interminable, Ima arriva finalement au camp où Emeka travaillait. Un officier l'accompagna jusqu'à la chambre d'Emeka. Dès son arrivée, elle remarqua une paire de talons posés près de l'entrée. Bien qu'elle devinât ce que cela pouvait signifier, elle frappa tout de même à la porte. Emeka ouvrit, visiblement surpris de la voir. « Toi encore ? Comment as-tu eu mon adresse ? Pourquoi es-tu venu ici ? Je suis venue t'annoncer que j'ai accouché, et c'est ainsi que tu m'accueilles, moi et ta fille, » répondit-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas le moment de faire des histoires, » répliqua-t-il sèchement. « Tiens cet argent et retourne au village. Je passerai vous voir à la fin du mois. » Ima, sous le choc, resta silencieuse, les larmes au bord des yeux. Soudain, une jeune femme sortit de la chambre, l'air déconcerté. « Chérie, que se passe-t-il ? Qui est cette fille ? » demanda-t-elle. « Ne t'inquiète pas, c'est juste ma sœur. Elle vient du village. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle rentre chez elle, » répondit Emeka avec assurance. Il prit la main de la jeune femme et la guida à l'intérieur, fermant la porte derrière eux, laissant Ima seule et désemparée. Les pleurs de son enfant la ramenèrent à la réalité. Submergée par la tristesse, elle s'assit au sol pour allaiter, murmurant à travers ses larmes. « J'aurais dû écouter mes parents. » Peu de temps après, Emeka ressortit, le visage marqué par la colère. « Tu es encore là ? Que dois-je dire pour que tu comprennes ? Prends l'enfant et retourne au village. Je viendrai à la fin du mois. » Ima, brisée, dit « Pourquoi fais-tu cela, Emeka ? Pourquoi m'as-tu menti, abusé de moi, si tu savais que tu ne m'aimais pas ? Même avec ton enfant, tu n'as aucune compassion ? » « Je suis en retard, » rétorqua-t-il, visiblement agacé. « Si je te trouve encore ici à mon retour, ça va mal se passer pour toi. » Il s'éloigna furieux, laissant Ima seule avec son enfant en larmes.
Tandis qu'elle pleurait au sol, une femme officier passant par là la remarqua. « Bonsoir, jeune fille. Tu vas bien? Tu sembles perdue. Que fais-tu ici, sous ce soleil brûlant, avec un enfant ?» demanda-t-elle avec bienveillance. Ima lui raconta tout, d'une voix entrecoupée de sanglots. Touché, l'officier, qui se présenta sous le nom de tante Tania, décida de l'aider. Elle guida Ima et son enfant vers sa hutte, leur offrant de quoi se laver, manger et se reposer. « Reste ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Je vis seule, cela ne me dérange pas, » dit-elle avec un sourire réconfortant. Les jours passèrent, et Ima reprit des forces chez tante Tania. Mais un jour, alors qu'elle revenait du marché, elle croisa la femme d'Emeka, qui lui barra la route. « Écoute-moi bien, sale fille, peu m'importe qui tu es pour Emeka. Sache que je suis sa femme, la seule qu'il aime, » lança-t-elle avec mépris. Ima tenta de s'éloigner, mais l'autre femme l'agrippa violemment. « Ne me tourne pas le dos. Si je te revois ici, je te ferai regretter d'être venue. Cet endroit est réservé aux gens de bonne réputation, pas aux filles comme toi. » Blessée par ces paroles, Ima ravala ses larmes et continua son chemin. Elle hésita à parler à tante Tania de cette altercation, mais quelque chose la retenait. Ima, rongée par la solitude et le chagrin, prit finalement une décision difficile. Elle annonça à tante Tania qu'elle souhaitait retourner au village auprès de Basim, malgré les maltraitances de la mère d'Emeka. Au moins, là-bas, elle aurait un soutien. Tante Tania tenta de la convaincre de rester, mais Ima était résolue. Elle lui remit un peu d'argent pour le voyage, l'embrassa affectueusement et lui souhaita bonne chance. « Prends soin de toi et de ton enfant, Ima. Si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas à revenir ici. » Tôt le lendemain, Ima se rendit au parc avec son enfant pour prendre un taxi en direction de son village. Le trajet débuta paisiblement, mais, en traversant une zone forestière, le véhicule fut soudain attaqué par des voleurs armés. Le chauffeur, paniqué, fit une manœuvre brusque pour quitter la route et s'arrêta en pleine forêt. Tous les passagers sortirent précipitamment pour fuir, abandonnant leurs bagages. Ima, tenant fermement son enfant dans ses bras, courut aussi vite qu'elle le pouvait, s'éloignant de la scène et s'enfonçant profondément dans la forêt. Après un moment, essoufflée et paniquée, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. L'enfant, effrayé, éclata en sanglots. Alors qu'Ima tentait de la calmer, une voix surgit derrière elle. « Qui est là ?» Terrifiée, Ima se retourna lentement, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, » implora-t-elle. Un homme d'âge mûr sortit des buissons. Il avait un air bienveillant malgré la surprise de la rencontre. « N'ayez crainte, jeune fille, je ne vous veux aucun mal. Que faites-vous ici, seule avec un enfant ?» Ima lui raconta brièvement sa mésaventure. L'homme, touché par son histoire, l'invita à le suivre. « Venez chez moi. Vous pourrez vous reposer et passer la nuit en sécurité. » Il prit l'enfant dans ses bras et guida Ima vers une petite maison en bois, nichée au cœur de la forêt. Une fois sur place, il lui offrit à manger et de l'eau. Pendant qu'Ima se restaurait, elle entendit une dispute entre l'homme et sa femme à l'intérieur de la maison. « Pourquoi as-tu ramené cette fille ici ? Tu as oublié que le festival des revenants a commencé ? Si quelqu'un apprend qu'elle est étrangère, cela nous attirera des ennuis, » protesta la femme. « Personne ne le saura si tu ne dis rien, » répondit calmement l'homme. Le ton monta, mais Ima n'osa pas intervenir. La peur la gagna encore davantage en entendant parler des revenants. Peu après, l'un des enfants de la maison accourut, paniqué. « Papa, les revenants arrivent! Je les ai vus venir vers nous !» Le visage de l'homme se durcit instantanément. « Tout le monde, cachez-vous dans la chambre !» ordonna-t-il. Ima suivit la famille et s'enferma dans la petite pièce avec eux,
priant intérieurement pour que son bébé reste silencieux. Quelques minutes plus tard, des voix graves et menaçantes résonnèrent à l'extérieur. « Nous savons que vous hébergez une étrangère. Faites-la sortir immédiatement. » L'homme sortit pour faire face aux revenants. « Vous vous trompez, je n'ai accueilli personne, » répondit-il d'un ton ferme. Mais sa femme, sous la pression et l'effroi, craqua. « C'est vrai, elle est ici. Mon mari l'a ramenée ce matin, je l'avais averti. » Les revenants, furieux, répliquèrent. « Vous avez enfreint les règles. L'étrangère sera sacrifiée pour apaiser nos dieux, et vous serez punis pour avoir souillé notre terre. » Ima, entendant ces mots, sortit de la chambre, tremblante, son bébé dans les bras. « Je vous en supplie, laissez-nous partir. Je ne savais rien de vos coutumes. Mon mari m'a abandonnée, et je me suis retrouvée ici par accident, » plaida-t-elle désespérément. Mais les revenants restèrent insensibles. « Vos explications ne changent rien. Vous avez enfreint les lois de nos ancêtres. Vous devez en payer le prix. » Ima pleurait toutes les larmes de son corps. Elle était perdue, désespérée, et ne cessait de prier pour un miracle. « Emmenez-la » ordonnèrent les revenants. Elle fut emmenée de force, son enfant dans les bras. Ils arrivèrent dans une zone reculée, au cœur de la forêt, où plusieurs revenants les attendaient. L'un d'eux s'approcha d'elle, brandissant un couteau. À l'instant même où il leva l'arme, celle-ci prit feu dans sa main. Il essaya de nouveau avec un autre couteau, mais le résultat fut le même. Le couteau s'enflamma encore. Lorsqu'il tenta une troisième fois, le couteau se brisa en 2 morceaux. Le chef des revenants, surpris, s'écria « Que se passe-t-il ? Les dieux refusent qu'elle soit sacrifiée. D'où l'avez-vous amenée ? » « Nous l'avons trouvée chez l'herboriste qui vit au milieu de la forêt, » répondirent les revenants d'une même voix. « Elle n'est pas une étrangère, c'est une indigène. Chassez-la loin d'ici, » ordonna le chef. Ima fut donc chassée par les revenants. Elle courut de toutes ses forces, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Après plusieurs heures à errer seule dans la forêt, elle finit par en sortir et se retrouva dans un village inconnu. Au loin, elle aperçut un grand bâtiment, une église catholique. Elle entra, s'agenouilla en pleurs, remerciant Dieu de l'avoir sauvée. Exténuée, elle s'endormit sur place. Le lendemain, les villageois se rendirent à l'église pour la messe matinale. Ils la trouvèrent assise devant le bâtiment, visiblement en mauvais état. Après la messe, touchés par sa situation, ils décidèrent de collecter de l'argent pour l'aider à continuer son chemin. Avec cet argent, elle se rendit à la gare. 2 heures plus tard, elle arriva au village de Bazim. À son arrivée, elle remarqua une foule rassemblée devant la hutte de Bazim. Elle aperçut Emeka, assis au milieu de la foule, en pleurs, alors qu'il aurait dû être au travail. Intriguée, elle se demandait ce qui se passait lorsque soudain, Irène, la sœur d'Emeka, courut vers elle et prit l'enfant de ses bras. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout le monde est-il réuni devant la hutte de Bazim ?» demanda Ima. « Bazim est décédé, » répondit tristement Irène. « Quoi ?» Ima tomba à genoux et éclata en sanglots. Bazim était la seule personne qui s'occupait d'elle. C'était pour lui qu'elle était revenue au village. « Que vais-je faire maintenant ?» se demanda-t-elle en pleurant. Elle se releva et se dirigea vers la chambre que Bazim lui avait donnée. Mais en arrivant, elle remarqua que le cadenas avait été changé. Irène s'approcha et lui expliqua. « Maman a changé le cadenas et donné la clé à la nouvelle femme d'Emeka, qui est déjà ici. Mais où vais-je dormir maintenant ? Bazim n'est plus là. Tu peux dormir à l'église pour l'instant, en attendant de trouver une solution. Je peux t'y accompagner, » lui répondit Irène. Alors qu'elle se dirigeait vers l'église, Linda, la nouvelle compagne d'Emeka, surgit.
Ah, décidément, on se croise partout, toi et moi. Laisse-moi te surprendre. Non seulement je vais bientôt épouser Emeka, mais en plus, je suis enceinte de lui. Depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai su que tu n'étais pas sa sœur, contrairement à ce qu'il prétendait. Allons-y, Tata, coupa Irène pour éviter que la conversation ne s'envenime. Ima la suivit, repensant aux paroles blessantes de Linda. Elle n'arrivait pas à croire qu'Emeka puisse un jour lui faire autant de mal. Elle passa une nouvelle nuit à l'église. Le lendemain, le frère de Basim convoqua Ima à une réunion en présence d'Emeka, de sa nouvelle compagne Linda et de leur mère. L'oncle prit la parole. « Bonjour à tous. Je m'appelle Ali, le frère cadet de Basim. Avant de mourir, Basim m'a confié plusieurs choses et m'a chargé de vous les transmettre. Pour que vous ne doutiez pas de mes paroles, j'ai tout enregistré sur mon téléphone. Écoutez. » Il appuya sur son téléphone, lançant l'enregistrement. « Si vous entendez ma voix, c'est que je ne suis plus parmi vous. J'ai demandé à Ali de faire savoir à Emeka qu'il est dans l'obligation stricte d'épouser Ima et de faire d'elle sa seule épouse. Ils ont déjà un enfant ensemble, et selon nos traditions, Emeka ne peut épouser personne d'autre. Il devra l'emmener avec lui et s'occuper d'elle. Tant que cela n'est pas fait, il ne pourra assister à mes funérailles. » Ima fut stupéfaite en entendant ces paroles. Elle ne s'attendait pas à une telle déclaration. Linda, elle, ne savait plus où se mettre. La mère d'Emeka prit alors la parole. « C'est quoi cet enregistrement? Il est falsifié. » « Vous avez tous entendu les dernières volontés de Basim, » répliqua Ali. « Ce n'est pas moi qui parle, mais lui. Et quiconque bafouera ses paroles en subira les conséquences. Demain, nous organiserons le mariage de Emeka avec Ima afin de poursuivre avec les funérailles de Basim. » Emeka, la tête basse, semblait piégé. Le lendemain, comme prévu, le mariage traditionnel eut lieu en présence de tous les villageois. Ni Emeka ni Ima ne voulaient de cette union, et cela se voyait sur leurs visages. Après la cérémonie, Emeka, rongé par la colère, songeait déjà à comment la déverser sur Ima. Ali lui rappela qu'il devait l'emmener avec lui et en prendre soin. Quant à Ima, elle n'avait pas d'autre choix que de suivre Emeka, car elle n'avait nulle part où aller, surtout depuis la mort de Basim. Cependant, elle décida de passer quelques jours à l'église pour prier avant de partir. Chaque soir, elle suppliait Dieu de l'aider à éloigner Linda de sa vie. Un soir, alors qu'elle priait, Irène fit irruption dans l'église. « Que se passe-t-il, Irène? Tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu sortie à cette heure? Viens, j'ai quelque chose à te montrer, » répondit-elle en lui prenant la main pour l'entraîner dehors. Elles se retrouvèrent devant la hutte de Basim, où Linda, assise au sol avec ses bagages, pleurait. « Qu'est-ce qu'elle a? » demanda Ima. Elle dit qu'elle a vu le fantôme de Basim dans la chambre. Maman lui a dit de faire ses affaires et de partir, le temps qu'elle trouve une solution. Elle quitta le village en pleurs cette nuit-là. Le lendemain, Ima entra dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger, mais toutes les marmites étaient vides. Elle n'avait pas le choix. Alors elle alla au marché acheter du riz avec l'argent que les fidèles de l'église lui avaient donné. Alors qu'elle préparait à manger, la mère d'Emeka débarqua, furieuse. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Bonjour maman. Je n'ai rien mangé depuis hier, alors je fais du riz. »« Mon riz? »« Non maman, c'est moi qui l'ai acheté. »« Avec quel argent? Tu crois que je vais gober ça? Avoue que t'as volé mon riz. Donne-moi ça et dégage de ma cuisine, petite sorcière. Basim n'est plus là pour te protéger maintenant. On va voir ce que tu deviens. » Ima éclata en sanglots, quitta la cuisine et retourna à l'église. Elle avait faim, elle se sentait impuissante. Quelques minutes plus tard, Irène arriva avec un plat de ragoût. Elle se jeta dessus et mangea comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours,
sous les regards étonnés des autres. Le lendemain, Emeka vint la voir pour la première fois à l'église. « Je pars à la base demain », lui annonça-t-il. Ima sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il allait changer et l'aimer à nouveau, comme avant. Le lendemain, avant de partir, elle serra Irène dans ses bras. « Merci pour tout, Irène. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Depuis que je suis ici, tu m'as aidée, comme Basim l'aurait fait. Je prierai toujours pour toi et je te promets de revenir te voir, quoi qu'il arrive. » Après 2 heures de route, ils arrivèrent enfin à la base. Emeka ne rentra pas tout de suite. Il frappa à la porte. Soudain, Linda sortit de la hutte et embrassa Emeka. Ima resta figée. « Emeka, qu'est-ce qu'elle fait encore ici ?» demanda-t-elle, complètement perdue. Emeka la regarda et lâcha froidement. « Tu croyais quoi? Que je t'amenais ici pour qu'on vive ensemble? Je ne t'aime plus. La seule femme qui compte pour moi, c'est celle qui est derrière moi. Je donnerai tout pour elle. » Il désigna une case au loin. « Là-bas, au fond, au milieu des herbes, c'est moi qui l'ai louée avec mon argent. Tu peux aller t'installer là-bas. Mais je ne veux plus te voir traîner par ici. Je ne veux plus voir ta tête. » Ima sentit les larmes couler sur ses joues. Elle s'en voulait d'avoir été aussi naïve. Emeka l'avait juste ramenée pour faire bonne figure devant le village. Elle marcha jusqu'à la case qu'il lui avait indiquée. Toute la nuit, elle pleura. Elle devait trouver une solution. Et soudain, une idée lui vint en tête. Tante Tania. Un petit sourire éclaira son visage. Sans perdre de temps, elle quitta la hutte et se rendit chez elle, en pleine nuit. En arrivant, un homme ouvrit la porte. « Bonsoir, madame. Je peux vous aider ? » ?»« Bonsoir, monsieur. Je cherche tante Tania. Elle n'habite plus ici. Elle a déménagé. C'est moi qui vis ici maintenant. » Un frisson lui parcourut le corps. Ses derniers espoirs venaient de s'effondrer. « Vous connaissez sa nouvelle adresse ? » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Non, désolée, » répondit l'homme. Elle retourna à sa hutte en pleurant. Quelques semaines plus tard, Emeka passa la voir. « Je pars avec ma femme demain. On va s'installer ailleurs. Elle est enceinte et je dois m'occuper d'elle. » Il marqua une pause avant d'ajouter : « J'ai un pote qui cherche une femme de ménage. Il vit en ville maintenant. Si tu veux, tu peux aller bosser chez lui. Il te paiera un peu chaque mois. » Il haussa les épaules. « Comme ça, je n'aurai plus à payer ton loyer. Et en plus, je n'aurai plus à voir ta sale tête tous les jours. Mais si tu refuses, alors tu devras payer ton loyer toute seule, parce que moi, je pars. » Ima savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait déjà du mal à nourrir son enfant. Le lendemain, Emeka déménagea avec Linda, comme prévu. Une semaine plus tard, son ami arriva au village pour venir chercher Ima. L'homme était bien habillé et conduisait une voiture luxueuse. Il embarqua Ima et son enfant avant de les emmener en ville. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds en ville. Et en arrivant chez lui, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la maison, impressionnée par la beauté et le luxe qu'elle voyait. Dans le salon, l'homme engagea la conversation. « Bonsoir à nouveau, Ima. Moi, c'est Monsieur Travis. Ici, c'est chez moi et c'est aussi ici que tu vas travailler. Mais attention, je veux être claire. Tu n'es pas une domestique, tu es une femme de ménage. C'est une vraie différence. » Il jeta un regard vers une femme assise non loin. « Ma femme est enceinte et je veux qu'elle se repose, alors c'est toi qui prendras le relais pour toutes les tâches. En plus, on va bientôt se marier et ce jour-là, tu devras gérer toute l'organisation. Bien sûr, tu seras bien payé, nourri et logé ici. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. » Ima baissa la tête, hésitante. Elle ne savait pas par où commencer, mais finit par tout lui raconter, le cœur lourd. À la fin de son récit,
Monsieur Travis secoua la tête, perplexe. Attends, Emeka est le père de ta fille? Oui, monsieur, répondit-elle tristement. Comment il a pu te faire vivre tout ça alors que tu es la mère de son enfant? Furieux, il attrapa son téléphone, prêt à appeler la police, mais Ima l'arrêta net. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je laisse Dieu s'occuper de tout ça. Travis soupira. À ta place, je l'aurais fait enfermer. Mais c'est ta décision. Quoi qu'il en soit, tu commences le travail demain. Et ne t'en fais pas, je te paierai même plus que prévu. Le lendemain, Ima commença à travailler. Elle se levait tôt et gérait toutes les tâches de la maison. Monsieur Travis la rémunérait généreusement, bien au-delà de ce qu'elle espérait. Petit à petit, elle reprit goût à la vie. Sa fille, Lisa, grandissait bien, et Ima pouvait subvenir à tous ses besoins sans souci. De son côté, Emeka profitait de la belle vie avec Linda, qui approchait de son accouchement. Pas une seule fois, il ne pensa à Ima ou à sa fille. Son seul souci, c'était Linda. Un mois plus tard, c'était le mariage de Monsieur Travis. Ima se leva tôt pour préparer la maison et s'occuper du repas avec Lisa. De nombreuses personnalités de la ville étaient invitées. Alors qu'elle observait les invités, elle aperçut une silhouette familière. Elle fixa la personne, et soudain, son cœur s'emballa. C'était tante Tania. Sans hésiter, elle courut vers elle et la prit dans ses bras. « Ima, mais tu as changé. Où est ton mari? Vous vous êtes remis ensemble ?» « Que Dieu m'en garde, » répondit Ima en riant. « Trop de choses se sont passées depuis votre départ. Mais je rends grâce à Dieu. Viens me raconter tout ça. » Elles s'installèrent à l'écart, et Ima lui raconta tout. Tania était sous le choc. « Attends, Emeka était ton mari? Je n'en reviens pas. » Elle fouilla dans son sac et tendit un papier à Ima. « Voici mon adresse. Viens me voir quand tu veux, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Elle lui remit aussi une liasse de billets. « Tiens, c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux. » Ima était émue. Après la cérémonie, tante Tania rentra chez elle et passa un appel. « Bonsoir, monsieur Johnson. Rédigez une lettre de licenciement pour le lieutenant Emeka. Dès maintenant, il est renvoyé définitivement, sans possibilité de retour. Bien reçu, chef. » Le lendemain, alors qu'Emeka était à table avec Linda, il reçut la lettre. En la lisant, il blêmit et éclata en sanglots. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Linda. Sans un mot, il lui tendit la lettre. Linda lut à son tour et son visage s'assombrit. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Elle avait toujours compté sur Emeka pour subvenir à ses besoins. Les mois suivants furent un cauchemar pour eux. Sans argent, Emeka n'arrivait plus à payer leurs dépenses. Acculée, Linda avorta et demanda le divorce. « Désolée, mais je ne peux pas vivre avec un homme incapable de nourrir sa femme. Retourne avec ta première femme, elle, au moins, te mérite. Moi, je m'en vais. » Elle fit ses valises et partit, laissant Emeka seul, ruiné et anéanti. Pendant ce temps, Ima continuait son travail chez Monsieur Travis. Heureuse et prospère, elle décida de retourner au village voir Irène, la seule personne qui l'avait toujours soutenue. Elle voulait la remercier et l'emmener avec elle en ville. Le lendemain, elle prit sa voiture avec Lisa et roula jusqu'au village. En arrivant, elle aperçut la mère d'Emeka assise devant la hutte, l'air abattu. En voyant Ima descendre de la voiture, elle se leva pour l'accueillir, mais en réalisant de qui il s'agissait, elle baissa les yeux et fit demi-tour, honteuse. « Irène! Irène !» cria Ima. La jeune fille sortit en courant et se jeta dans ses bras. « Tu as grandi !» lui dit Ima en souriant. Irène s'agenouilla pour saluer Lisa, puis Ima demanda
Pourquoi ta mère a l'air si triste? À cause de mon frère. Il a perdu son travail. Il est criblé de dettes et la police menace de saisir la maison. À ce moment-là, Emeka sortit de la hutte en pleurant et se dirigea vers Ima. « S'il te plaît, pardonne-moi. Tout ce que je t'ai fait, je le regrette. » Il remarqua Lisa et tenta de lui parler, mais la petite se cacha derrière sa mère. « Ima, je sais que tu as réussi. Aide-moi, je t'en supplie. La police va m'arrêter et saisir notre maison. »« De combien as-tu besoin ?» demanda-t-elle. « 2 millions. » Ima alla chercher de l'argent dans sa voiture, revint et lui tendit une liasse de billets. « Merci infiniment, Ima. Et si on reprenait à zéro? Je veux redevenir ton mari. Tu es mon premier amour. » Ima soupira. « Je t'ai pardonné, mais jamais je n'oublierai. » Elle se retourna et monta dans sa voiture, laissant Emeka à genoux en larmes. Dame Sidoine. La mère d'Emeka était assise devant la hutte, mais ne pouvait intervenir car elle avait fait vivre un enfer à Ima et elle avait honte de ses actes. Avant de partir, Ima proposa à Irène de l'accompagner en ville pour poursuivre ses études. Ravie, la jeune fille accepta immédiatement. Elle était très heureuse. Elle se rendit avec Ima et sa fille en ville. Ne faites jamais de fausses promesses à une femme. Ce que vous faites aux autres, la vie vous le rendra. La prière est une arme puissante contre toutes sortes d'adversités. Quoi qu'il vous arrive, fléchissez genoux devant votre Dieu, celui-ci se souviendra de vous. Soyez bon envers les autres tant que vous le pouvez, et le bien vous reviendra toujours. Avez-vous apprécié cette histoire? Si oui, abonnez-vous et laissez un commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo.